à l'asile. À bord de l'ambulance qui longeait à toute allure les pelouses bien entretenues de l'asile, je savourais ma réussite un court instant, rapidement refroidi par les visages désemparés des autres patientes. Pauvres femmes, il était fort peu probable qu'elles retrouvent prochainement leur liberté. On les condamnait à la prison, peut-être même à vie, et pourtant elles ne s'étaient rendues coupables d'aucun délit. En comparaison, la potence me semble préférable à cet horrible tombeau. Quand se profila l'imposant édifice de pierre, nous sûmes que nous vivions nos derniers instants de femmes libres. La voiture dépassa une bâtisse dans une telle puanteur que je dus retenir ma respiration. Je supposais qu'il s'agissait des cuisines. Un pressentiment qui s'avéra par la suite. Je ne pus m'empêcher de sourire en lisant sur un écriteau planté au bout de l'allée « Chemin interdit aux visiteurs ». À mon avis, un tel avertissement était vain. Aucun visiteur ne s'aventurerait plus loin, encore moins par temps chaud. La voiture s'immobilisa. Le policeman et l'infirmière nous ordonnèrent de descendre. Dieu merci, elles n'ont pas fait histoire, commenta sa dernière. Nous montâmes une volée de marches étroites, conçues à l'évidence pour des personnes qui gravissent 4 à 4 les escaliers. Je souhaitais m'assurer que mes compagnes savaient où nous étions, aussi me tournai-je vers Miss Tilly Maillard. Quel est ce lieu? L'asile d'aliénés de Blackwell Island, répondit-elle d'une voix éteinte. Êtes-vous folle? Non. Mais maintenant que nous sommes ici, nous devons être discrètes jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de nous enfuir. Nos chances sont minces si, comme le docteur Field, les médecins refusent de me laisser leur prouver que j'ai toute ma tête. On nous fit entrer dans un vestibule exigu. J'avais foi en ma santé mentale et en mes chances de sortir très prochainement. Pourtant, mon cœur se serra lorsque la porte de l'asile se referma derrière nous. Imaginez un peu, vivre derrière les barreaux et les verrous impitoyables d'un asile, au milieu de démentes bruyantes et incontrôlables. Dormir, manger à leur côté, être considérée comme une des leurs. Ma position était difficilement tenable. Nous suivîmes craintivement l'infirmière à travers le hall jusqu'à un salon bondé de femmes. Certaines patientes se levèrent et nous invitèrent à nous asseoir. Elles nous regardaient comme des bêtes curieuses. L'une d'elles me prit à part. « Qui vous a envoyé ici ?»« Les médecins, » lui répondis-je. « Pour quelle raison ?»« Eh bien, ils me croient folle. »« Folle ?» répéta-t-elle incrédule. « Ça ne se voit pas sur votre figure. » Celle-ci est trop perspicace, songeai-je. Je fus soulagée lorsque l'infirmière ordonna à mes compagnes et à moi de la suivre jusqu'au bureau du médecin. Miss Grupp, c'était son nom, avait un joli minois d'allemande et, si je n'avais pas observé une certaine dureté dans les plis de sa bouche, j'aurais pu, comme les autres, la croire remplie de bonnes intentions. Elle nous fit traverser une nouvelle fois le hall jusqu'à une petite salle d'attente, puis passa dans un bureau attenant à un salon qui servait aussi de parloir. J'aime bien ces sorties dans l'ambulance, l'entendis-je dire. Ça rend un peu la monotonie des journées. Son interlocuteur répondit que le plein air lui allait bien au teint, après quoi elle réapparut dans la salle d'attente, la bouche en cœur. « Tilly Maillard, le docteur Kinnear vous attend, » dit-elle. Je n'assistai pas à la consultation, mais j'entendis Miss Maillard plaider sa cause avec douceur et fermeté. Ses explications étaient on ne peut plus claires. Il me sembla que tout médecin digne de ce nom ne pouvait être que touché par son récit. Elle fit part au docteur Kinnear de sa récente maladie qui l'avait rendu neurasthénique, et le supplia de lui faire passer des tests qui prouveraient sa lucidité pour que justice soit rendue. Je compatissais tant à sa douleur. Je résolus à cet instant de mettre ma mission au service de mes sœurs en souffrance et de révéler les conditions parfaitement arbitraires de leur internement. Sans même un mot de sympathie ou d'encouragement, elle fut renvoyée dans la salle d'attente. Mrs. Louise Chance prit sa place. « Votre nom ?» demanda le docteur Kinnear d'une voix sonore. Elle lui répondit dans sa langue qu'elle ne parlait ni ne comprenait l'anglais. Cependant, quand il disait « Mrs. Louise Chance », elle répondait « Ya, ya ». Voyant qu'il n'y avait rien à faire, le médecin se tourna vers Miss Grupp. « Vous êtes allemande, vous, alors traduisez. » Miss Grupp était une de ces personnes qui ont honte de leurs origines. Elle refusa net, assurant qu'elle ne connaissait que 2 ou 3 mots de sa langue maternelle. « Allons bon, demandez-lui ce que fait son mari !» Et tous deux partirent d'un éclat de rire comme s'il s'agissait d'une bonne plaisanterie. « Vraiment, je parle mal l'allemand, » protesta-t-elle. Mais au bout du compte, elle réussit à apprendre le métier de M. Chance. « Voyez, à quoi cela servait-il de mentir ?» demanda le médecin, avec une gaieté qui dissimulait mal la grossièreté de son propos. « Je ne peux rien faire de plus, » répondit simplement l'infirmière, et elle tint parole.
Voilà toute l'attention qu'on voulait bien accorder à Mrs. Louise Chance. Une telle négligence est-elle pardonnable quand il est si facile d'obtenir les services d'un interprète? S'il s'était agi d'une détention de quelques jours, cela n'aurait effectivement peut-être pas été nécessaire. Mais il était question d'une femme que l'on privait de sa liberté pour la jeter à l'asile, sans lui avoir donné la possibilité de se défendre, ni lui avoir expliqué dans sa langue les raisons de cette sentence. Comparer sa situation à celle d'un criminel qui a toujours la possibilité de plaider son innocence. Ne préférerez-vous pas le sort du meurtrier, à qui il reste quelque espoir de vivre, à celui du fou, condamné à l'asile à perpétuité? Mrs. Chance avait pourtant supplié qu'on lui dise où elle se trouvait, et qu'on la laisse sortir. Elle quitta le bureau, secouée par les sanglots, sans avoir été entendue. Ce fut le tour de Mrs. Fox, puis de Miss Neville, de subir cet interrogatoire dérisoire avec la même peine à la clé, internée. J'étais la dernière à passer, et, fidèle à ma stratégie, je décidai de ne pas dévoiler mon identité, mais de me comporter normalement. Un expert au travail. Nellie Brown, le médecin veut vous voir, appela Miss Grubb. J'entrai à sa suite dans le bureau et m'assis en face du docteur Kinnear. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il sans me jeter un regard. Nellie Brown, répondis-je avec assurance. Où habitez-vous? Poursuivit-il en notant ma réponse dans un grand cahier. À Cuba. Oh! Il venait de comprendre à qui il avait affaire. Se tournant vers l'infirmière, avez-vous vu quelque chose à son propos dans les journaux? Oui, il y avait un long article dans le Sun de dimanche. Attendez-moi ici, je vais jeter un œil à son dossier. Qu'il sortit de la pièce, jetait châle et chapeau. À son retour, il indiqua à Miss Gruppe qu'il n'avait pas réussi à mettre la main sur le journal et lui raconta l'histoire de mes débuts telle qu'il l'avait lue. De quelle couleur sont ses yeux? Miss Gruppe affirma qu'ils étaient gris, bien que mon entourage se soit toujours accordé à dire qu'ils sont marrons, noisettes à la rigueur. Quel âge avez-vous? Poursuivit le médecin. Je lui répondais que j'avais eu 19 ans le mois dernier, lorsqu'il se tourna vers l'infirmière et lui demanda. Quand est votre prochaine perme? Je supposais qu'il s'agissait d'un jour de congé. Samedi prochain, répondit-elle en gloussant. Vous comptez aller faire un tour en ville? Elle acquiesça, ce qui les rendit hilars. Mesurez-la. Miss Gruppe me plaça sous la toise. Alors, demanda le médecin. Vous savez bien que je ne sais pas, répondit l'infirmière. Allons bon, quelle est sa taille? Je vois des inscriptions, mais je ne sais pas. Allons, allons, dites-moi ce que vous lisez. Je ne sais pas à la fin. Venez voir vous-même. Et ils partirent d'un nouvel éclat de rire quand le médecin vint la rejoindre. Vous voyez, 1,65 m, dit-il en lui faisant toucher les chiffres des doigts. À la tonalité de sa voix, je devinai que l'infirmière n'était pas plus avancée. Mais après tout, ce n'était pas mon affaire, et le médecin prenait beaucoup de plaisir à l'éclairer. Je montai ensuite sur la balance. Miss Gruppe s'activa pour obtenir l'équilibre de la pesée. Alors, combien? Demanda le médecin qui avait regagné sa place. Je ne sais pas. Venez donc voir par vous-même, répondit-elle en l'appelant par son prénom. Il leva le visage et, en l'appelant à son tour par son prénom, lui lança « petite impertinente » avant de pouffer bruyamment. J'indiquai mon poids à l'infirmière, 51 kilos, qui le répétait au médecin. « À quelle heure prenez-vous votre déjeuner ?» lui demanda-t-il, à quoi elle s'empressa de répondre. Le docteur Kinnear accordait davantage d'attention à Miss Gruppe qu'à moi-même, lui posant 6 questions là où il ne m'en posait qu'une seule. Pourtant, une fois l'examen terminé, il coucha mon destin noir sur blanc dans son cahier. « Je ne suis pas malade, vous n'avez pas le droit de me garder ici, protestai-je. Indifférent, il mit le point final à notre entretien, puis m'envoya rejoindre les autres. « Vous jouez du piano ?» me demandèrent mes compagnes une fois que nous fûmes retournés au salon. « Oui, depuis mon plus jeune âge, » répondis-je. Elles me prièrent de leur jouer un morceau en me juchant sur le tabouret d'un antique piano rectangulaire. Je pianotai quelques notes, mais les sons qui sortirent de l'instrument m'arrachèrent une grimace. « Quelle horreur !» exclamai-je en me tournant vers Miss McCarton, l'infirmière qui se tenait à mon côté. Je n'ai jamais entendu un piano aussi désaccordé. « Pauvre petite chose, répliqua-t-elle avec dédain. Il faudra qu'on en commande un autre rien que pour vous. » Toutes les discussions cessèrent quand je commençai à jouer Home Sweet Home. Mes doigts engourdis se déplaçaient pourtant avec raideur au-dessus du clavier et je terminai ma prestation par un accord hasardeux.
Je fis la sourde oreille quand on m'encouragea à poursuivre, préférant étudier mon environnement. C'était une pièce tout en longueur, meublée simplement de bancs à dossiers jaunes rangés le long des murs. Ces bancs inconfortables pouvaient chacun accueillir jusqu'à 5 femmes, mais presque tous supportaient le poids d'une personne supplémentaire. Placées à 1,50 m du sol, des fenêtres garnies de barreaux faisaient face aux 2 portes à double battant qui ouvraient sur le hall. 3 lithographies, un portrait de Fritz Emmett et 2 illustrations de Minstrel Show soulageaient les murs blancs de leur nudité. Au centre de la pièce, les infirmières siégeaient autour d'une grande table recouverte d'un couvre-lit. Il y avait un air de propreté dans chaque chose. Je songeais que ces infirmières devaient beaucoup aimer leur travail pour être si méticuleuses. Quelle naïveté! Miss McCarten s'approcha de moi et m'ordonna de me lever, avant de refermer brutalement le couvercle du piano. « Brown, approchez-vous », m'ordonna à son tour une infirmière à face rubiconde qui était assise à la table. « Qu'est-ce que vous avez sur le dos ?»« Mes vêtements, » répondis-je simplement. Elle souleva ma robe et mon jupon, puis nota dans son carnet une paire de chaussures, une paire de bas, une robe, un chapeau de paille, etc. Premier repas. À la fin de cet inventaire, quelqu'un cria « Tout le monde dans le hall ». Une patiente m'expliqua que le dîner allait être servi. Je rejoignis avec mes compagnes le reste des femmes agglutinées devant l'une des portes du hall. Nous gelions littéralement sur place. Le vent sifflant qui entrait par les fenêtres ouvertes nous bleuissait le visage. Au bout d'un quart d'heure, une infirmière vint ouvrir la porte. Nous nous y engouffrâmes pour nous retrouver au pied d'un escalier. Là encore, il fallut patienter un long moment devant une fenêtre ouverte. Ces infirmières sont imprudentes de laisser des femmes si peu vêtues attendre comme ça dans le froid, observa Miss Neville. Je jetai un regard aux créatures toutes grelottantes et ajoutai d'un ton catégorique, c'est d'une brutalité sans nom. L'effrayant spectacle qui s'offrait à nos regards me coupa l'appétit. Certaines tenaient des propos incohérents, d'autres passaient du rire aux larmes sans raison, et une vieille femme aux cheveux gris me donnait des petits coups de coude, me conseillant, avec force et clin d'œil, hochement de tête, haussement de sourcils et mouvement des mains, de ne pas m'occuper des pauvres folles. Nous reçûmes enfin l'ordre de nous avancer jusqu'au radiateur, où nous nous rangeâmes 2 par 2. « Mary, trouve-toi quelqu'un avec qui te mettre. Combien de fois faut-il que je vous répète de vous mettre en rang? Cessez de vous agiter. » La litanie des ordres se poursuivit, interrompue de temps à autre par une bourrade ou une gifle administrée sur l'oreille d'une patiente. Après cette 3e et dernière halte, nous pénétrâmes dans un réfectoire rectangulaire. Occupant toute la longueur de la salle, la table n'avait rien d'engageant. Des bancs sans dossier furent placés de part et d'autre, nous laissant peu d'espace pour nous installer. De grands bols remplis d'un liquide rosâtre, du thé, m'apprit les patientes, avaient été disposés à intervalles réguliers. À côté de chacun, il y avait une épaisse tranche de pain recouverte d'une pellicule de beurre, ainsi que 5 pruneaux dans une soucoupe. Une grosse femme se rua pour vider le contenu de plusieurs soucoupes dans la sienne. Ensuite, tout en protégeant son propre bol, elle but d'un seul trait celui d'une de ses voisines, puis d'une autre en moins de temps qu'il ne m'en faut pour le dire. Ce larcin m'avait tant amusé que lorsque je baissai enfin les yeux sur mon repas, ma voisine d'en face s'empara de ma tranche de pain pour y mordre à pleines dents. Une patiente m'offrit la sienne, mais je refusai poliment et en réclamai une à l'infirmière. Celle-ci lança une tranche épaisse sur la table en remarquant qu'à défaut de mémoire, il me restait de l'appétit. Je croquai dedans. Mal m'en pris. Je mets quiconque au défi de manger ce beurre. Une jeune fille aux yeux bleus et à l'accent allemand me dit que le beurre les rebutait presque toutes et me suggéra de demander une simple tranche de pain. Je concentrai mes efforts sur les pruneaux, mais ne pus en manger plus de 2. Une patiente voulut les 3 derniers. Je les lui offris de bon cœur. Mon bol de thé était tout ce qu'il me restait. Il me suffit d'y tremper les lèvres pour me faire une idée. Aussi insipide que de l'eau, avec un petit goût de métal. À son tour, il fit le bonheur d'une patiente affamée, malgré les protestations de Miss Neville. Vous devez vous forcer, sinon vous allez tomber malade. Et qui sait, dans un endroit pareil, vous finirez peut-être par perdre la raison. Pour garder la tête sur les épaules, il faut avoir l'estomac bien rempli. Je n'y arrive tout simplement pas, répondis-je. Malgré ces encouragements, je ne pus en effet rien avaler ce soir-là. Après le repas, engloutis par les autres patientes en un rien de temps, on nous ordonna de nous mettre en rang. La porte put alors être déverrouillée et nous retournâmes au salon.
Plusieurs patientes s'étaient rassemblées autour des nouvelles venues. Certaines me pressèrent de me remettre au piano, et les infirmières firent bientôt écho. J'acceptai pour leur faire plaisir, proposant à Miss Tilly Maillard de m'accompagner. Elle souhaitait chanter Rock a Bye Baby, ce qu'elle fit à merveille. Le bain. Quelques chansons plus tard, nous suivîmes Miss Gruppe jusque dans une salle de bain froide et humide où je reçus l'ordre de me dévêtir. Ai-je protesté? Eh bien, je dois dire que je n'ai jamais déployé autant d'énergie pour me soustraire à une obligation. Les infirmières menacèrent d'employer la manière forte si je n'obéissais pas. Je remarquai alors qu'une des patientes les plus atteintes de l'asile se tenait près de la baignoire, un linge délavé dans la main, pérorant pour elle-même avec un petit rire diabolique. Un frisson de terreur me parcourut lorsque je compris ce qui allait se passer. Les infirmières finirent par me retirer mes vêtements, l'un après l'autre. Quand il ne me resta sur le dos qu'un seul de mes dessous, je déclarai, non sans véhémence, « Celui-là, je le garde. » Vaine tentative de ma part. Je jetai un regard à mes compagnes qui se tenaient à la porte, avant de sauter dans la baignoire avec plus d'énergie que de grâce. L'eau était glaciale. J'insistai pour qu'on me laisse sortir, suppliai qu'au moins les autres patientes s'en aillent. Peine perdue. Je fus forcée au silence pendant que la démente me récurait. Je ne trouve pas de terme plus approprié. Après avoir pris un peu de savon dans une coupelle en étain, elle me frotta tout le corps, y compris le visage et les cheveux, bien que j'eusse insisté pour qu'elle épargne ma coiffure. À ce stade de l'opération, j'étais incapable de voir ni de dire quoi que ce soit. Frotte, 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 chantonnait la vieille dame. Je claquai des dents sous l'effet du froid. J'eus droit à 3 seaux d'eau déversés coup sur coup sur ma tête. Le liquide m'emplit le nez, la bouche, m'aveugla. Je ressentis probablement ce qu'éprouve une personne qui se noie lorsque les infirmières me sortirent de la baignoire, suffocant et tremblant de tous mes membres. Pour la première fois, je devais avoir vraiment l'air d'une folle. Témoin de mon calvaire, mes voisines affichaient un air effaré. Elles savaient à présent ce qui les attendait. À l'idée du grotesque spectacle que je leur offrais, j'éclatai d'un rire sonore. Sans m'avoir donné le temps de me sécher, les infirmières me firent enfiler une combinaison de flanelle au bas de laquelle était brodée en grandes lettres noires « Asile d'aliénés BIH6 pour Blackwell's Island, hall numéro 6. C'était au tour de Miss Maillard d'être nue. Malgré ma répugnance, j'aurais supporté un deuxième bain si cela avait pu lui épargner pareille épreuve. Pensez donc, plonger une pauvre fille malade dans cette eau glacée qui, en dépit de ma vigueur, m'avait fait grelotter comme si j'étais fiévreuse. D'une voix implorante, elle répéta à Miss Gruppe qu'elle souffrait de maux de tête suite à sa récente maladie. Ses cheveux étant encore courts, presque inexistants à certains endroits, elle pria la folle de frotter moins fort. Mais Miss Gruppe l'interrompit. « Vous n'avez pas à avoir peur, et si vous ne vous taisez pas, je vous donnerai une bonne raison de vous plaindre. » Ce fut la dernière fois que je vis Miss Maillard ce soir-là. Je fus conduite en hâte dans un dortoir de 6 lits. Je m'allongeai dans celui qu'on m'avait indiqué. Mais une infirmière m'en fit déguerpir en lançant « Nellie Brown fait trop de bruit. Elle dormira seule cette nuit. » Elle m'emmena chambre 28. Une fois seule, j'essayai ma nouvelle couche. C'était une chose impossible, en vérité. Le matelas était comme surélevé en son centre et incliné sur les côtés. En plus de quoi, ma peau et mes cheveux humides avaient trempé draps et oreillers. Quand Miss Gruppe vint me voir, je réclamai une chemise de nuit. « Nous n'avons pas ce genre de choses, dit-elle. Je n'aime pas dormir sans. Ça m'est égal. Vous êtes dans une institution publique. Il va falloir vous y faire. Vous devriez vous estimer heureuse de ce que la charité vous offre. La ville paye pour entretenir ce lieu et pour que les personnes qui y travaillent nous traitent avec bonté, rétorquai-je. Inutile d'espérer. Ici, personne ne vous traitera avec bonté, martela-t-elle avant de tourner les talons. J'étais coincée entre le drap qui recouvrait le morceau de toile ciré sur le matelas et celui sous la couverture de laine. Il n'y avait rien de plus agaçant que cette couverture dans laquelle j'essayais de m'emmitoufler. Lorsque je la tirais vers mon visage, mes pieds étaient exposés au froid. Et lorsque je la tirais vers le bas, c'était autour de mes épaules d'être découverte. Mis à part ce méchant lit, la pièce était absolument vide. Comme Miss Gruppe avait fermé la porte à double tour, je pensais rester seule pour la nuit. Mais j'entendis bientôt 2 femmes qui traversaient le hall, dans un vacarme de portes qui s'ouvrent et se ferment.
La discrétion était visiblement le moindre de leurs soucis. Les pas s'approchèrent. On introduisit une clé dans la serrure. Je jetai un œil par-dessus ma couverture. Elles apparurent, vêtues de robes à rayures marron et blanches retenues par une rangée de boutons de cuivre, la taille sainte d'un gros grain vert auquel pendait un énorme trousseau de clés. Un large tablier et une coiffe blanche complétaient cet uniforme en tout point identique à celui de nos surveillantes de jour. L'une d'elles braqua une lanterne sur mon visage en disant « Voici Nellie Brown. »« Qui êtes-vous » demandai-je. « L'infirmière de nuit, ma chère, » répondit-elle. Puis elle me souhaita une bonne nuit et sortit avec sa consoeur en prenant soin de fermer à clé la porte derrière elle. Elles revinrent à plusieurs reprises pendant la nuit. Incapable de trouver le sommeil, je me figurais avec horreur ce qu'il se passerait en cas d'incendie. À coup sûr, les portes solidement fermées et les fenêtres garnies de barreaux condamneraient les patientes à périr dans leur chambre. Le docteur Ingram, adjoint de M. Dent, l'administrateur de l'asile, m'a semble-t-il indiqué que ce seul bâtiment abrite quelques 300 femmes, réunies en chambrées d'1 à 10 personnes. Impossible de s'en échapper à moins qu'on ne leur ouvre la porte de l'extérieur. Un incendie n'est pas à exclure, c'est même chose fréquente. Étant donné les mauvais traitements infligés aux patientes, dont j'aurai à parler bientôt, il est probable que les gardiens et les infirmières prendraient leurs jambes à leur cou s'il y avait le feu. Et les patientes qui auraient la vie sauve se compteraient sur les doigts d'une main. Quant aux autres, il ne leur restait qu'à rôtir jusqu'à ce que mort s'ensuive. Même si les infirmières étaient bienveillantes, ce qu'elles ne sont pas, braver les flammes au péril de sa vie pour libérer plusieurs centaines d'aliénés requiert une présence d'esprit qui leur fait bien souvent défaut. Si rien ne change, un drame sans précédent semble inévitable. Avant de quitter l'asile, j'ai eu à ce sujet une discussion plutôt cocasse avec le docteur Ingram. Les infirmières ouvriront les portes, dit-il après que je lui fis part de mes craintes. Vous savez tout comme moi qu'elles s'enfuiraient et que les patientes brûleraient vives. Il demeura silencieux sur sa chaise, incapable de me contredire. Pourquoi ne faites-vous rien pour résoudre ce problème ? Demandai-je. Qui puis-je ? Je me suis creusé la tête, j'ai proposé des solutions, mais à quoi bon ? Et vous, que suggérez-vous ? C'était une folle qu'il posait la question. Eh bien, j'exigerai que soient installés ces verrous qui, comme je l'ai vu en certains lieux, sont actionnés grâce à une manivelle située au bout du couloir. Il y aurait alors une chance de s'échapper. Tant que les portes des chambres seront munies de serrures individuelles, il n'y en aura aucune. Le docteur Ingram me dévisagea et son front s'obscurcit. « Nellie Brown, avez-vous fait de la prison avant d'être internée dans cet asile ?»« Bien sûr que non. Je n'ai été enfermée dans aucune institution mis à part le pensionnat. »« Dans ce cas, où avez-vous ce type de verrou ?»« Pour dire vrai, dans le nouveau pénitencier de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Mais je me gardais bien de lui en souffler mot. Je répondis simplement « Oh, j'en ai vu dans un endroit où j'ai été en visite. » À ma connaissance, il n'y a que Sing Sing qui est doté d'un tel système, dit-il. Cela se tenait parfaitement. Je ris de bon cœur et lui assurai que je n'avais encore jamais mis les pieds dans cette prison. Je ne pus m'endormir qu'au petit matin. Bien trop court répit avant que l'on me tire brutalement du sommeil, ouvre la fenêtre de la chambre et me crie de me déshabiller. J'avais encore les cheveux humides et étais toute courbattue, comme percluse de rhumatisme. On me jeta des vêtements au sol avec ordre de les mettre. Pourquoi ne me rendait-on pas les miens ? Demandai-je. L'infirmière en chef, une certaine Miss Crady, me conseillait de ne pas faire d'histoire. J'étudiai ma nouvelle tenue. Un jupon de coton gris et une robe de mauvais calicot blanc ornée d'une mêle tache noire. Je nouai les cordons du jupon autour de ma taille et enfilai la robe, une simple blouse ajustée cousue sur une jupe droite, semblable à celle que portaient les patientes. En boutonnant le haut, je remarquai que le jupon dépassait de 15 bons centimètres. Je restai un moment sur le lit à rire de mon accoutrement. Aucune femme n'a souhaité autant se voir dans un miroir que moi à ce moment-là. Je me mêlai sans plus attendre aux autres dans le hall, car je ne voulais rien manquer de ce qui se passait. Les 45 femmes du hall numéro 6 se dirigèrent vers la salle de bain, où 2 rugueuses serviettes furent mises à leur disposition. Des patientes folles, au visage dévoré par de terribles éruptions cutanées, se séchèrent, puis tendirent les misérables linges à des femmes à la peau saine. Je me lavai le visage au robinet de la baignoire, et mon seul jupon fit office de serviette. Je n'avais pas terminé ma mince toilette quand un banc fut apporté dans la pièce. Miss Gruppeux et Miss McCarten apparurent avec 6 peignes dans les mains. Après nous avoir ordonné de nous asseoir, elles entreprirent à elles deux de peigner à la suite les cheveux de toutes ces femmes, avec l'aide d'une seule patiente.
Je n'avais pas été préparée à voir l'état de toutes ces têtes. Miss Tilly Maillard possédait son propre peigne, mais il lui fut confisqué par Miss Grady. Quel martyr! Je n'avais jusqu'ici pas complètement saisi le sens de l'expression « se mettre un coup de peigne ». Mais dès lors, ce fut chose faite. À grands coups de démêloir, mes cheveux encore humides de la veille furent tirés de tous les côtés. Je protestai en vain, puis je serrai les dents et souffris en silence. Refusant de rendre mes épingles à cheveux, une des infirmières me fit une tresse qu'elle noua avec une bande de tissu rouge. Ma frange frisée refusait d'être plaquée en arrière. Il me restait au moins ça de ma gloire passée. Nous rendîmes au salon, où je cherchais du regard mes compagnes. Je fus d'abord incapable de les distinguer des autres, mais au bout d'un moment, je reconnus Miss Maillard à ses cheveux courts. « Avez-vous pu dormir après votre bain ?» J'avais les os glacés, et impossible de fermer l'œil avec tout ce bruit. C'était horrible. J'ai déjà les nerfs fragiles, et je crains de ne pas supporter toute cette tension. Je m'efforçai de la mettre dans de meilleures dispositions, puis réclamai plus de vêtements, au moins autant que ce qu'exigeait la décence. Mais on me rabroua. On estimait qu'on nous avait déjà donné bien assez. Réveillés à 5h30, nous dûmes nous rassembler dans le hall à 7h15, où, comme de coutume, nous patientâmes un long moment avant de pouvoir entrer dans le réfectoire. Un bol de thé froid nous y attendait, ainsi qu'une tranche de pain beurré et un peu de porridge mélangé à de la mélasse. Bien qu'affamé, je ne pus rien avaler. Je demandai cette fois une simple tranche de pain. Je reçus un morceau grisâtre, dur à s'y casser les dents. À certains endroits, la mine n'était que pâte séchée. J'y délogeai une araignée, ce qui m'en détourna définitivement. Je goûtai du bout des lèvres l'infect porridge et eus toutes les peines du monde à boire mon thé. De retour au salon, plusieurs femmes reçurent l'ordre d'aller faire les lits, la vaisselle ou le ménage dans le hall. Et moi qui avais toujours cru que les employés dévoués de l'asile gardaient les lieux bien tenus pour les patientes. Ce sont en fait les internées elles-mêmes qui sont en charge de la propreté des lieux, jusqu'aux chambres et au linge des infirmières. Aux alentours de 9h30, j'allai avec les 4 autres nouvelles patientes voir le docteur. Le jeune médecin enjôleur de notre premier jour ausculta cette fois-ci mon cœur et mes poumons. Après avoir répondu à ses questions, je retournai au salon. J'ai trouvé Miss Grady, donnant mon carnet et mon crayon à papier tout neuf dans ses mains. « Rendez-les-moi. J'en ai besoin pour me souvenir des choses, » m'exclamai-je, soucieuse de les récupérer afin de prendre des notes. Mais à mon grand désarroi, elle répondit « Taisez-vous, vous n'êtes pas autorisé à les garder. » Quelques jours plus tard, je suppliai le docteur Ingram de me laisser les récupérer, ce à quoi il promit de réfléchir. Quand j'y fis à nouveau allusion, il m'indiqua que Miss Grady lui avait dit m'avoir confisqué un carnet, mais point de crayon. Alors que je m'indignais de ce mensonge éhonté, il me conseilla de ne pas me laisser abuser par mon propre cerveau. Une fois les tâches ménagères accomplies, et comme c'était une belle journée, quoique fraîche, on nous annonça que nous partions en promenade. Pauvres âmes. Elles ne désiraient rien tant que ce bol d'air pur et s'échapper ne fût-ce que quelques minutes de leur prison. Elles se précipitèrent dans le vestibule et se bousculèrent pour récupérer châle et chapeau. Quel chapeau! Promenade avec les folles. Jamais je n'oublierai cette première sortie. Avec leurs chapeaux de paille blanc, semblables à ceux que portent les baigneurs de Coney Island, les patientes avaient vraiment un drôle d'air. Impossible de distinguer une femme d'une autre. Je perdis de vue Miss Neville et dus me décoiffer pour partir à sa recherche. Lorsque je tombai nez à nez avec elle, nous remîmes nos chapeaux et nous esclaffâmes devant notre accoutrement. Une fois rangés 2 par 2, nous gagnâmes l'extérieur sous l'œil vigilant des infirmières. Nous avions à peine fait quelques pas que de longues files humaines, encadrées par des surveillantes, envahirent les allées. Des femmes et des femmes. Elles affluaient de tous les côtés, avec leurs robes étranges, leurs grotesques chapeaux et leurs châles, avançant comme au ralenti. L'intérêt qu'elles suscitèrent laissa bientôt place à un vif effroi. C'étaient partout des regards vides, des visages hébétés et des bouches d'où s'échappaient d'absurdes litanies. Un premier groupe passa devant nous, noir de crasse et jetant des odeurs fétides. « Qui sont ces femmes ?» interrogeai-je une patiente à côté de moi. « Les folles les plus violentes de l'île. Elles sont à la loge, le premier bâtiment avec les hautes marches. » Certaines poussaient des hurlements, d'autres lâchaient des bordées de jurons, d'autres encore chantaient à tue-tête, priaient ou prêchaient, comme l'envie leur en prenait, donnant à voir les spécimens humains les plus misérables. Tandis que leur bourdonnement s'éteignait dans la distance,
un phénomène des plus singuliers se produisit. 52 femmes s'avancèrent. Au ceinturon de cuir qui leur enserrait la taille était nouée une corde reliée à une charrette. À son bord, une infirmière pansait le pied d'une patiente. « Vous m'avez battue pour sûr, je ne l'oublierai pas. Vous voulez me tuer, » s'égosillait cette dernière. Puis elle éclata en sanglots. Les encordées, comme on les surnommait, étaient tout entières à leur folie. Une femme au regard bleu qui m'avait surprise en train de l'observer se contorsionna et me maudit avec un sourire terrifiant qui révélait la pire des démences. Le diagnostic était sans appel. Pour qui n'avait jamais vu un fou de près, l'horreur de ces spectacles échappe à tout entendement. Que Dieu leur vienne en aide, souffla Miss Neville. Elles me font trop peur, je ne peux pas les regarder. Elles disparurent à leur tour, mais d'autres arrivèrent, toujours plus nombreuses. Comment imaginer pareil tableau? D'après un médecin de l'asile, 1600 personnes sont enfermées sur Blackwell Island. Folle. Existe-t-il une chose plus horrible? Mon cœur se serra à la vue d'une vieille femme aux cheveux gris qui discourait devant nul autre interlocuteur que le néant. Prisonnière d'une camisole de force, une autre se laissait traîner par 2 patientes. Estropiée, aveugle, jeune ou décrépite, laide ou belle. Le plus absurde des échantillons humains, le plus ignoble des destins. Je contemplais les belles pelouses dont j'avais cru un temps qu'elles réconfortaient les pauvres créatures de l'île. Sottise. Quel plaisir pouvait-elle en tirer? Seulement celui des yeux, car il aurait interdit de marcher dessus. Je surpris des patientes à ramasser d'un geste tendre une noisette ou une feuille dorée tombée dans l'allée. Mais elles n'avaient pas le droit de garder ces petits miracles de Dieu, les infirmières leur commandant toujours de les laisser derrière elles. Je lus sur l'un des murs du pavillon abritant les folles les plus atteintes, « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». L'absurdité de ce message était trop cruelle. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Voilà des mots qu'il aurait davantage convenu de tracer au-dessus des grilles de l'asile. Pendant la promenade, plusieurs infirmières qui avaient eu vent de mon histoire rocambolesque demandèrent à leurs consoeurs qui j'étais. On me pointa du doigt à de nombreuses reprises. Ce fut bientôt l'heure du déjeuner. J'avais si faim que j'aurais pu avaler n'importe quoi. Le bol dans lequel nous avions bu le thé était maintenant rempli de soupe, et notre assiette contenait une pomme de terre bouillie et un morceau de bœuf, gâté par endroits. N'ayant ni couteau ni fourchette à leur disposition, les patientes les portaient sauvagement à la bouche avec leurs doigts. Comble d'infortune, celles qui avaient les dents abîmées ne pouvaient tout bonnement pas les mâcher. On nous distribua une cuillère pour la soupe, ainsi qu'un morceau de pain pour accompagner le plat principal. Miss Maillard avait perdu tout appétit. Elle n'était pas la seule. De nombreuses patientes, tout à fait folles pour leur part, se détournaient de leur assiette. Je savais que le manque de nourriture risquait de m'affaiblir, aussi tentai-je de manger au moins le pain. Après les premières bouchées, ma faim redoubla et je le dévorai en évitant la croûte. Mr. Dent, l'administrateur de l'asile, traversa le réfectoire en lançant au hasard et d'une voix aussi peu chaleureuse que le hall « Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Aucune patiente ne semblait vouloir lui présenter ses doléances. J'encourageais certaines à lui dire qu'elles avaient besoin d'être plus chaudement couvertes, mais elles craignaient trop les coups des infirmières pour s'aventurer sur ce terrain. Je ne connais rien de plus inconfortable que les bancs de ce réfectoire. Quand une patiente levait une jambe ou s'asseyait de travers pour changer de position, on lui commandait de se tenir droite. Si elle voulait discuter avec sa voisine ou faire quelques pas pour se dégourdir, on la rappelait immanquablement à l'ordre. Mais à part la torture, quel autre traitement vous conduirait plus vite à la folie? Ces femmes sont envoyées dans cet endroit afin d'être guéries. Je conseille à ces mêmes experts qui m'ont envoyé à l'asile, une décision qui a prouvé leur valeur, d'enfermer n'importe quelle femme en bonne santé et saine d'esprit, de la forcer à rester assise sur des bancs à dossier droit de 6 heures du matin à 8 heures du soir, de la priver de lecture et d'accès au monde extérieur, de lui donner pour toute récompense des coups et une nourriture infecte, et de voir combien de temps cela prendra pour qu'elle devienne folle. 2 mois de ces mauvais traitements suffiraient à la transformer en loque humaine. Je viens de vous décrire mon premier jour à l'asile. Les 9 autres s'étant déroulés d'une manière semblable, il serait pénible de vous faire un compte-rendu détaillé de chacun. En relatant ces faits, je m'expose aux critiques des principaux concernés. Je décris pourtant sans exagération aucune l'ordinaire de la vie à l'asile tel que je l'ai vécu pendant 10 jours. La nourriture était sans doute ce qu'il y avait de pire. À l'exception des 2 premiers jours de mon séjour, elle n'était pas du tout assaisonnée. La soupe et la viande étaient relevées à l'aide de moutarde ou de vinaigre qui ne faisaient qu'empirer leur goût.
Malgré tout, il n'en restait rien au bout de 2 jours, et les patientes devaient alors ingurgiter du poisson tout juste bouilli, sans sel ni poivre ni beurre, ou bien du bœuf, du mouton et des pommes de terre insipides. Les plus folles refusaient tout bonnement de s'alimenter, mais plutôt que d'avoir à subir de nouvelles brimades, elles préféraient encore se laisser amadouer par les infirmières. Durant nos courtes promenades, nous passions devant les cuisines des employés de l'asile. Nous entreapercevions des melons, des belles grappes de raisins et bien d'autres fruits encore, d'alléchantes miches de pain et toutes sortes de viandes appétissantes. Notre faim en était décuplée. J'eus beau me plaindre auprès des médecins, à mon départ de l'asile, les repas manquaient toujours cruellement de sel. Mon cœur s'indignait lorsque je voyais des patients dont l'état s'empirait à cause de la nourriture. Lors d'un repas, Miss Tilly Maillard dut sortir précipitamment du réfectoire après être venue à bout d'une simple bouchée. Si une patiente osait se plaindre, on lui répondait qu'elle ne serait pas mieux chez elle et que c'était toujours assez bon pour des femmes vivant de la charité. Une jeune femme allemande refusa de s'alimenter plusieurs jours de suite. Un matin, elle manqua à l'appel. En écoutant les conversations des infirmières, j'appris qu'elle souffrait d'une violente fièvre, la malheureuse. Elle m'avait confié qu'elle appelait la mort chaque nuit. Des infirmières chargèrent une patiente de lui apporter cette même nourriture que ne pouvaient avaler les bien portantes. Était-ce là une façon de soigner une malade? Sans surprise, elle n'y toucha point. L'infirmière, Miss McCarton, lui prit sa température, mais quand elle revint, son rapport indiquait 65,5 degrés Celsius. En me voyant sourire, Miss Gruppe voulut savoir à combien ma température était déjà montée. Comme je refusais de répondre, Miss Grady mit ses compétences à l'épreuve. À son retour, son rapport indiquait 37,2 degrés Celsius. Miss Tilly Maillard souffrait plus qu'aucune autre du froid. Elle gardait pourtant courage comme je le lui avais conseillé. Mr. Dent me présenta un jour un homme qui prit mon pouls, examina mon visage et ma langue. Je leur assurai que je n'avais pas besoin de soins, contrairement à Miss Maillard, dont le cas aurait davantage dû les préoccuper. Je fus contente de voir mon amie s'avancer vers eux. Elle leur confirma sa maladie, mais les 2 hommes firent la sourde oreille. Les infirmières la reconduisirent de force jusqu'au banc et, quand les médecins furent partis, lui déclarèrent « Quand vous aurez compris que les médecins se fichent de vous, vous arrêterez de leur courir après. » Avant leur départ, le médecin avait dit, je ne me souviens pas des termes exacts, que mon pouls et mon regard n'étaient pas ceux d'une personne démente. Mais Mr. Dent lui assura que la spécificité de mon cas ne se prêtait pas à ce type de diagnostic. Son collègue affirma également que j'avais l'air trop intelligente pour être folle. Toute la nuit, une femme se plaignit du froid en gémissant et pria Dieu de la rappeler auprès de lui. Une autre encore hurlait régulièrement « assassin » ou « police », me donnant la chair de poule. Le 2e jour, après la routine matinale, 2 infirmières amenèrent avec l'aide de patientes la femme qui avait appelé Dieu toute la nuit. En la voyant, je compris pourquoi. Elle devait avoir dans les 70 ans et était aveugle. Il régnait un froid glacial dans toutes les pièces. Pourtant, cette vieille femme n'était pas plus couverte que le reste d'entre nous. Quand elle fut assise sur l'un des bancs du salon, elle s'écria « Pourquoi vous me traitez comme ça? J'ai si froid. Pourquoi je ne peux pas rester dans mon lit avec un châle sur les épaules ?» Puis elle se leva et essaya péniblement de quitter le salon. On la forçait à rester sur le banc, mais elle se relevait et heurtait une nouvelle fois les meubles, s'attirant les moqueries des infirmières. Une fois, elle se plaignit que les godillots que fournissaient les œuvres de bienfaisance à l'asile lui faisaient mal aux pieds, et elle les enleva. L'infirmière ordonna à 2 patientes de les lui remettre, et après qu'elle se fût débattue vivement pour les en empêcher, il ne fallut pas moins de 7 personnes pour lui enfiler correctement ses chaussures. La vieille femme voulut s'allonger sur le banc, mais on la força à se redresser. Quel crève-cœur que de l'entendre gémir « Donnez-moi un oreiller et une couverture, j'ai trop froid ». Miss Gruppe s'assit alors sur l'infortunée et plaqua ses mains glacées sur son visage et sous le col de sa robe. Aux pleurs de la vieille femme, elle répondit par un rire cruel, imité par les infirmières, et répéta son geste infâme. Ce jour-là, la vieille femme fut transférée dans un autre pavillon. Brimade en tout genre. Personne ne peut se douter à quel point ce sont de longues et lentes heures que celles que l'on passe à l'asile. Les patientes accueillent avec joie tout événement susceptible de nourrir les bavardages ou de les distraire. Il n'y a pas de livres, et les internées discutent essentiellement entre elles des délicieux repas qu'elles feront à leur sortie. Je savais qu'elles avaient le ventre vide.
Aussi, ces échanges m'attristaient-ils plus qu'autre chose. Une fois leur sujet préféré épuisé, elles évoquaient la direction de l'asile. La condamnation des infirmières et de la nourriture était unanime et sans appel. Un matin, Miss Tilly Maillard prit place à côté de moi sur le banc, le visage blême. Elle tremblait de tous ses membres et claquait des dents. J'interpellai 3 infirmières chaudement vêtues, assises à la table du salon. Vous devriez avoir honte d'enfermer des femmes pour les laisser ensuite mourir de froid. Elles répliquèrent que tout le monde était logé à la même enseigne et que Miss Maillard n'avait aucun traitement de faveur. C'est alors que mon amie perdit connaissance. Les patientes prirent peur, mais Miss Neville se précipita pour la soutenir. Les infirmières lui lancèrent « Laissez-la par terre, ça lui apprendra à faire des façons ». Miss Neville s'indignait avec force de leur manière d'agir lorsque je reçus l'ordre de me rendre immédiatement dans le bureau du médecin. Mr. Dent apparut sur le seuil au moment même où je traversais le hall. Je dus lui sembler incohérente, car sans même le saluer, j'évoquai dans un désordre absolu la nourriture, la cruauté des infirmières, leur refus de nous donner plus de vêtements et l'état alarmant de Miss Maillard. Je le rassurai sur ma santé et le pressai d'aller la voir sans attendre. Comme me l'apprit Miss Neville par la suite, Mr. Dent se pencha sur elle et maintint une forte pression entre ses yeux jusqu'à ce que le sang circule de nouveau normalement. Ce fut radical. Elle revint à elle, mais souffrit toute la journée d'une terrible migraine. À partir de ce jour, son état ne cessa d'empirer. Folle? Oui, Miss Maillard était en train de le devenir. Impuissante face à la lente déchéance de cet esprit saint, je ne cessais de maudire médecins, infirmières et institutions publiques. Certains objecteront que la folie avait commencé son œuvre avant son internement. Fort bien, mais dans ce cas, cet asile avec ses sévices quotidiens était-il le traitement le plus approprié à sa nature? Ce matin-là, je me plaignis longuement auprès du docteur Ingram, un homme entièrement dévoué aux malades. Il convoqua Miss Grady et lui ordonna de distribuer des vêtements chauds aux patientes. Lorsque nous fûmes seuls, l'infirmière me menaça de régler mon compte si je continuais à moucharder. Je recevais souvent la visite de personnes à la recherche de proches disparus. Un jour que j'étais dans le salon, Miss Grady cria « Nellie Brown, on vous demande ». Je me rendis dans le parloir et y trouvai un gentleman comptant parmi mes connaissances. En le voyant livide et bouche close, je compris que ma présence en ce lieu lui avait causé un terrible choc. Je décidai aussitôt de prétendre de ne pas le connaître, dans le cas où il révélerait mon identité. Il me restait néanmoins une carte à jouer. Miss Grady, rôdant dans les parages, j'allai à l'essentiel et murmurai précipitamment « Ne me trahissez pas ». Je compris à son regard éloquent qu'il avait saisi le message. Puis me tournant vers Miss Grady, « Je ne connais pas cet homme. »« Est-ce que vous ne connaissez cette personne ?» demanda l'infirmière à mon amie. « Non. Non. Ce n'est pas la jeune femme que je recherche, » articula-t-il avec peine. « Dans ce cas, je dois vous demander de vous en aller. » Et elle le raccompagna à la porte. Je pris soudainement peur en songeant qu'il pourrait alerter mon entourage s'il venait à penser que j'avais été internée par erreur. J'attendis que l'infirmière ouvre la porte. Je savais que je bénéficiais d'un court moment et profitais de son inattention. Un instant, Sénor. Il se tourna et je demandai alors à voix haute. Parlez-vous espagnol, Sénor? Puis en chuchotant, ne vous inquiétez pas, j'enquête. Je vous demande une discrétion absolue. Non, répondit-il d'un ton qui me laissa penser que je pouvais compter sur lui. Nous attendions avec appréhension l'arrivée du bateau, quoique pressés de voir si de nouvelles femmes grossiraient nos rangs. Les patientes ne manquaient jamais de les saluer, ni d'avoir un mot gentil pour chacune d'elles. Tous passaient par le hall numéro 6, avant d'être envoyés dans les étages. Une jeune fille nommée Urena Littlepage fut internée peu de temps après mon arrivée. Elle était simple d'esprit, mais, comme beaucoup de femmes sensées, elle se froissait dès qu'on parlait de son âge. Elle clamait auprès de qui voulait l'entendre qu'elle avait 18 ans, se mettant dans une colère noire quand on la contredisait. Les infirmières eurent tout fait de découvrir son talon d'Achille, matière à bien des railleries dont elle faisait les frais. « Urena, les médecins affirment que vous avez 32 ans, pas 18, » lui lança un jour Miss Grady dans un concert de ricanements. Elles ne cessèrent de la tourmenter que lorsque la malheureuse éclata en sanglots
hurlant qu'elle voulait rentrer chez elle. Les infirmières lui commandèrent sèchement de se taire. Mais Urena devint hystérique, et les infirmières se jetèrent sur elle, la giflèrent, lui donnèrent des coups répétés sur la tête. À ce stade, la pauvre créature était dans tous ses états. Elles n'hésitèrent pas alors à l'étrangler. Oui, vous avez bien lu. Elles la traînèrent ensuite jusque dans un placard d'où nous parvenaient ses gémissements étouffés. Au bout de plusieurs heures d'enfermement, Urena retourna au salon, son cou portant encore les marques des doigts de ses assaillantes. Les infirmières ne furent pas pour autant rassasiées. Elles choisirent pour nouvelle victime Mrs. O'Keefe, une vieille femme qui n'avait plus toute sa tête. Vrai moulin à parole, elle jacassait d'une voix à peine audible quand Miss Grady et sa clique lui tombèrent dessus. J'eus le cœur brisé lorsqu'elle implora « Par pitié, ne les laissez pas me faire du mal. » « La ferme, » répondit Miss Grady, tandis qu'elle attrapait la pauvre femme par les cheveux pour la sortir de la pièce. Elle l'enferma elle aussi dans le placard et les cris s'estompèrent petit à petit, jusqu'à cesser complètement. En revenant, Miss Grady observa qu'elle avait enfin cloué le bec au vieux coucou. Je rapportai cet épisode à plusieurs médecins, mais aucun ne sembla y prêter de l'importance. Mathilda était un autre personnage du hall numéro 6. C'était une dame âgée, originaire d'Allemagne, à l'allure frêle et au teint rose. Je crois bien que la banqueroute l'avait rendue folle. D'un tempérament calme, il lui arrivait toutefois d'être en proie à un grand trouble, s'entretenant avec les conduites de vapeur ou grimpant sur une chaise pour parler aux fenêtres. Durant ces conversations, elle s'emportait vivement contre les avocats qui lui avaient confisqué tous ses biens. Les infirmières prenaient un malin plaisir à persécuter cette vieille âme. Un jour que j'étais assise à côté de Miss Grady et de Miss Gruppe, je les entendis l'encourager à donner à Miss McCarten toutes sortes de noms injurieux. Mais Mathilda prouva que, même dans son état, elle possédait plus de sens qu'elle. « Je ne peux pas vous le dire, c'est confidentiel », répétait-elle seulement. Un jour, Miss Grady, prétextant avoir un secret à lui dire, lui cracha dans l'oreille. Mathilda se contenta de s'essuyer et garda le silence. Quelques destins malheureux. Je fis bientôt la connaissance de la plupart des 45 femmes qui peuplaient le hall numéro 6. J'aimerais vous en présenter quelques-unes. Louise Chance, la jolie Allemande, était persuadée que les esprits de ses défunts parents l'accompagnaient. « J'en ai reçu des coups de la part de Miss Grady et de ses assistantes, » me dit-elle un jour, « et je suis toujours affamée. Ce n'est pas juste de me laisser mourir de foi parce que je proteste. Oh, je prie le Seigneur chaque soir pour qu'il me laisse retrouver père et mère. » Une nuit, dans le pavillon de l'hôpital Bellevue, le docteur Field est venu me voir. J'étais déjà au lit et j'en avais assez de ces questions. Je l'ai prévenu que je ne lui répondrais plus. « Ah oui, a-t-il dit, c'est ce qu'on va voir. » Il s'est assis sur le lit, s'est penché vers moi et m'a pincé très fort le ventre. J'ai bondi en criant « Pourquoi faites-vous ça ?» « Je vais vous apprendre à m'obéir, » il a seulement répondu. « Oh, si je pouvais rejoindre mon cher papa au ciel. » À mon départ de l'asile, une fièvre violente l'obligeait à garder le lit, et peut-être qu'au moment où j'écris ces lignes, son vœu a-t-il été exaucé. Une Française est internée dans le hall numéro 6, du moins l'était-elle durant mon séjour là-bas. Je m'entretenais avec elle quotidiennement, la première semaine, et ne décelai chez elle aucune manie ni hallucination. Son nom est Joséphine Despreaux, j'espère l'orthographier correctement. Et son mari et ses amis vivent tous dans son pays natal. Joséphine souffrait grandement de cet éloignement. Ses lèvres se mettaient à trembler et elle sanglotait dès qu'elle évoquait sa condition. « Comment vous êtes-vous retrouvée ici ?» lui demandai-je un jour. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, je suis tombée gravement malade. La propriétaire de la pension a appelé à la rescousse 2 policiers qui m'ont conduite au commissariat. Je n'entendais rien à leur procédure et mon histoire ne les intéressa pas. J'étais peu familière des usages de ce pays et sans en avoir été informée, j'ai été internée dans cet asile. Le premier jour, j'ai pleuré jusqu'au soir et, pour me le faire payer, Miss Grady et ses assistantes m'ont étranglée. Tenez, ma gorge me fait encore mal aujourd'hui. Une jeune beauté israélite parlait si mal l'anglais que je ne pus savoir son histoire qu'à travers la discussion des infirmières. J'appris ainsi qu'elle s'appelait Sarah Fishbaum. Elle avait été internée à la demande de son mari car elle avait accordé ses faveurs à d'autres que lui.
À présent que vous connaissez le problème de Sarah, je vais vous dire comment les infirmières la soignaient. Elles lui disaient: Sarah, n'aimerais-tu pas avoir un beau jeune homme pour te tenir compagnie? Oh oui, jeune homme, très bien, répondait-elle dans son mauvais anglais. Eh bien, Sarah, nous pourrions en toucher un mot à certains médecins, qu'en dis-tu? Elle lui demandait ensuite quel était son préféré et lui conseillait de lui faire des avances lors de sa prochaine visite, etc. Une femme aux cheveux blonds qui me semblait parfaitement saine d'esprit attira mon attention. Je finis par l'aborder afin de connaître les raisons de son internement. Que faites-vous ici? Lui demandai-je à la fin de notre échange. J'étais malade, répondit-elle. Êtes-vous atteinte de démence? Absolument pas. Où êtes-vous allée chercher une idée pareille? Je me suis épuisée à la tâche et j'avais des soucis de famille. Je me suis retrouvée sans le sou et sans toit pour m'abriter. J'ai demandé à être envoyée dans un asile de pauvres le temps de retrouver un travail. Mais les seules femmes pauvres qu'on trouve ici sont folles, dis-je. Vous savez bien qu'il n'y a dans cet asile que des femmes censées être atteintes de démence. Oui, je m'en suis vite aperçue, mais je n'ai pas posé de questions quand on m'a dit qu'on envoyait ici les pauvres qui, comme moi, demandaient de l'aide. Comment avez-vous été traitée? Pour l'instant, j'ai échappé au coup. Mais ce que j'ai vu ou entendu m'a souvent rendue malade. À mon arrivée, les infirmières m'ont forcée à en prendre un bain, même si ma maladie me l'interdisait. Je l'ai payé cher les semaines suivantes. Un beau matin, 2 nouvelles recrues arrivèrent dans le hall numéro 6. La première, Carrie Glass, était indiscutablement faible d'esprit. Mais la seconde était une jolie fille originaire d'Allemagne qui semblait très jeune. Tout le monde parlait de sa beauté et de son air sagace. Elle s'appelait Margaret et avait été une cuisinière exemplaire. Un jour qu'elle récurait le sol de la cuisine, les femmes de chambre de la maison l'avaient volontairement salie. Une dispute avait éclaté, elle avait perdu son sang-froid et un policeman avait été appelé pour les séparer. Voilà la seule raison de sa présence dans cet hôpital psychiatrique. Comment peuvent-ils dire que je suis folle, tout ça parce que je me suis laissée emporter, se plaignait-elle. On n'enferme pas tous ceux qui se mettent en colère. Maintenant que je suis ici, mieux vaut ne pas se faire remarquer pour éviter de prendre une raclée comme certaines. Pour ça, on n'a rien à me reprocher. J'obéis aux ordres et ne rechigne pas à faire mon travail. Je fais tout ce qu'il faut pour leur prouver que j'ai encore ma tête. Pendant mon séjour, je n'ai jamais entendu les infirmières s'adresser aux patientes autrement que pour les réprimander, les injurier ou les provoquer. Elles passaient le plus clair de leur temps à répandre des propos malveillants sur les médecins ou leurs consoeurs, d'une manière qui ne faisait pas honneur à l'intelligence humaine. Miss Grady commençait généralement chacune de ses phrases en invoquant le nom du Seigneur, avant de proférer des paroles injurieuses. Au cours d'un dîner, elle se querella avec une autre infirmière au sujet du pain. Quand celle-ci eut le dos tourné, elle l'affubla de tout un tas de noms d'oiseaux. Un après-midi, Mr. Dent prit à part une patiente, Mrs. Turney, au sujet d'une altercation qu'elle avait eue avec une infirmière. Le soir même, Mrs. Turney retrouva l'infirmière qui l'avait violentée tranquillement assise à la porte du réfectoire. Elle s'empara de son bol et, tout en s'élançant vers la porte, le lui jeta à la tête. Au milieu des hurlements, Mrs. Turney fut ramenée de force à sa place. Le lendemain, elle fut transférée au pavillon des Encordés, là où sont enfermées les femmes les plus dangereuses et les plus suicidaires de l'île. Les premiers temps de mon séjour, j'eus du mal à trouver le sommeil, tant je tenais à rester aux écoutes. Les infirmières durent s'en plaindre, car une nuit elles tentèrent de me faire boire un breuvage qui, selon leurs mots, était censé me faire dormir. Je refusai tout net et elles s'en allèrent. J'espérais être tranquille, mais elles revinrent quelques minutes plus tard avec le médecin qui nous avait accueillis, moi et mes compagnes, le jour de notre arrivée. Il me pressa de vider mon verre. J'étais plus que jamais résolue à garder l'esprit alerte, et quand il comprit que je ne me laisserais pas amadouer, il déclara que je lui avais fait perdre suffisamment de temps comme ça et menaça de m'injecter le liquide dans le bras. Il me vint à l'esprit que je n'aurais alors plus aucun moyen de m'en débarrasser. Je pris donc le verre et reniflai le contenu. Ça sentait fort le laudanum. Il devait y en avoir suffisamment pour assommer un cheval. Une fois seule dans ma chambre, j'enfonçai mes doigts dans la gorge et le chloral alla prouver son efficacité ailleurs. Miss Burns, une des infirmières de nuit du hall 6, veillait sur les pauvres affligés avec patience et dévouement. Ses consoeurs me parlaient d'amants et me demandaient sans cesse si je n'aimerais pas en avoir un. Sans doute ne m'ont-elles pas trouvé portée sur le sujet. Les patientes avaient le droit de prendre un bain une fois par semaine, seule occasion où elles utilisaient du savon.
L'une d'elles m'offrit un morceau de savon pas plus gros qu'un dé à coudre. Je fus honorée de cette marque d'affection, mais je pensais aussi qu'elle apprécierait davantage ce petit luxe que moi-même. Aussi refusai-je son présent. Le jour du bain, les patientes se lavaient successivement dans la même eau jusqu'à ce qu'elle en devienne trouble. La baignoire était alors vidée, puis directement remplie, sans avoir été nettoyée. Les patientes au corps sain réclamaient à grands cris de pouvoir se laver dans une eau propre, mais elles étaient obligées de se soumettre aux ordres d'infirmières aussi paresseuses que tyranniques. Les robes ne sont guère lavées plus d'une fois par mois. Quand une patiente recevait de la visite, il n'était pas rare que des infirmières lui en fassent enfiler une autre afin de préserver les apparences. Les folles, incapables de prendre soin de leur personne, vivent dans des conditions dégradantes. Les infirmières ne se soucient pas d'elles le moins du monde et n'ont aucun scrupule à charger les autres patientes de s'en occuper à leur place. Après notre arrivée à l'asile de Blackwell Island, la santé de Miss Tilly Mayart ne cessa de décliner. Elle grelottait perpétuellement et refusait de s'alimenter. Elle avait coutume de chanter afin d'exercer sa mémoire, mais une infirmière le lui interdit bientôt. Je m'efforçais d'aller lui parler souvent, même si la voir dépérir un peu plus chaque jour me plongeait dans un abîme de tristesse. Un jour, elle délira. Elle était convaincue que je lui avais pris son identité et que les visiteurs qui souhaitaient me rencontrer étaient en vérité des amis à elle partis à sa recherche. J'essayai de lui faire entendre raison, en vain. Je me tins donc autant que possible à distance, craignant que ma présence n'aggrave son trouble. Une des patientes, Mrs. Cotter, une femme à l'allure gracile, crut lors d'une de nos promenades apercevoir son mari remonter l'allée. Elle quitta les rangs et courut à sa rencontre. Pour ça, elle fut envoyée à ce que l'on nomme la retraite. À son retour, elle me raconta « Le souvenir de ce qui s'est passé là-bas suffirait à me rendre folle. Pour punir mes pleurs, les infirmières m'ont frappée avec un balai et m'ont sauté dessus, me blessant à l'intérieur pour que je ne puisse jamais m'en remettre. Après, elles m'ont attaché les mains et les pieds en rabattant un drap sur ma tête, l'ont enroulé autour de ma gorge pour m'empêcher de crier, puis m'ont jeté dans une baignoire d'eau glacée. Elles m'ont maintenu sous l'eau, jusqu'à ce que je perde conscience. D'autres fois, elles m'attrapaient par les oreilles et me cognaient la tête contre le mur ou le sol. Puis elles m'arrachaient des cheveux à la racine afin qu'ils ne puissent pas repousser. » Mrs. Cotter s'interrompit pour me montrer la bosse à l'arrière de sa tête et les os nus de son crâne. Je transcris son histoire le plus fidèlement possible. Je n'étais pas plus maltraitée qu'une autre, mais j'ai laissé là-bas ma santé, et même si je réussis à sortir d'ici un jour, je serai une loque. Quand mon mari a eu vent de la façon dont on me traitait, il a menacé de révéler l'affaire si on ne m'en faisait pas sortir. J'ai donc pu retourner ici. Je vais mieux maintenant. Toute cette vieille peur m'a quittée, et les médecins ont promis qu'ils laisseraient mon mari me ramener chez nous. Je fis également la connaissance d'une certaine Bridget McGuinness, dont l'état semblait s'être amélioré depuis. Elle affirmait avoir été envoyée à la retraite numéro 4 et mise avec les encordés. La violence qui règne là-bas est à peine croyable. On me tirait les cheveux, m'étranglait ou me rouait de coups de pied. Les infirmières ordonnaient à une patiente de rester postée à la fenêtre pour les prévenir si un médecin approchait. Ça ne servait à rien de se plaindre auprès des médecins. Ils répondaient toujours que c'était le fruit de l'imagination de nos cerveaux malades. Et en plus, ça nous aurait valu d'autres coups des infirmières. Elles maintenaient les patientes sous l'eau et les menaçaient de les laisser se noyer si elles ne promettaient pas de garder le silence. Nous promettions toutes parce que nous savions que les médecins ne nous aideraient pas. Nous voulions à tout prix éviter les coups. Après avoir cassé le carreau d'une fenêtre, j'ai été transférée à la loge, un endroit pire qu'une porcherie. L'air y est irrespirable. L'été, des essaims-mouches envahissent les lieux. La nourriture est 1000 fois pire, et on mange dans des assiettes de fer blanc. Les barreaux des fenêtres sont placés à l'intérieur, non à l'extérieur comme ici. Beaucoup de patientes calmes sont là-bas depuis des années, et les infirmières les y gardent pour faire le travail à leur place. Une fois, les infirmières m'ont cassé 2 côtes en me sautant dessus à pieds joints. Pendant que j'étais là-bas, une jeune fille est arrivée en faisant un boucan d'enfer. Une nuit, les infirmières l'ont sortie du dortoir et, après l'avoir battue, l'ont forcée à se déshabiller et à prendre un bain glacé avant de la jeter dans son lit. Au petit matin, elle était morte. Les médecins ont dit qu'elle était morte de convulsions et on n'en a plus jamais parlé. Ils injectent tant de morphine et de chloral que les patientes en deviennent folles. Certaines personnes étaient assoiffées à cause des drogues, mais les infirmières refusaient de leur donner à boire. Des femmes supplient parfois toute la nuit pour un simple verre d'eau. J'ai moi-même réclamé de l'eau jusqu'à ce que ma bouche sèche m'empêche de parler.
J'assisterai effectivement à de telles scènes au hall numéro 7. Des patientes suppliaient pour boire avant d'aller se coucher, mais les infirmières leur interdisaient l'accès à la salle de bain où elles auraient pu étancher leur soif. Scène de la vie d'asile. Les distractions sont rares à l'asile. Les patientes sont certes en charge de la confection de leurs vêtements, mais coudre n'occupe pas l'esprit. Après plusieurs mois d'enfermement, les souvenirs du monde extérieur s'atténuent et s'effacent. Les pauvres créatures n'ont alors plus qu'à ramasser leurs chagrins dans leur coin. Les étages les plus élevés offrent une bonne vue sur New York et les bateaux de l'East River. Quand je contemplais entre les barreaux de fer la cité qui se dorait dans la lumière du soleil, je me prenais à songer dans quel état je serais si je n'avais personne pour me sortir de là. Il n'était pas rare que des patientes restent debout près de la fenêtre à regarder d'un air mélancolique cette ville que, selon toute vraisemblance, elles n'arpenteraient plus jamais. New York, symbole de liberté et de vie, semblait si proche. Pourtant, le paradis n'est pas plus éloigné de l'enfer. Se languissaient-elles de leur foyer? À l'exception des plus atteintes, elles savaient parfaitement où elles se trouvaient et avaient cet intense et incessant espoir de rentrer un jour chez elles. Une malheureuse me répétait chaque matin « J'ai rêvé de ma mère cette nuit, je crois qu'elle me ramènera aujourd'hui à la maison. » Cette pensée, cette attente, continuait de l'obséder en dépit des 4 années déjà passées entre les murs de l'asile. Quelle chose mystérieuse que la folie. J'ai rencontré des patientes aux lèvres scellées, condamnées au silence pour l'éternité. Elles vivent, respirent, mangent. L'enveloppe humaine demeure, mais c'est quelque chose dont le corps peut se passer, mais sans lequel il ne peut exister, est absent. Je me suis souvent demandé si ces lèvres dissimulaient des rêves secrets ou un vide abyssal. Je n'envie pas davantage les patientes engagées dans des conversations sans fin avec d'invisibles interlocuteurs, coupées du monde qui les entoure tant elles sont captivées. Étrangement, ce sont elles les plus promptes à obéir aux infirmières, un peu comme des chiens avec leur maître. L'un des cas les plus malheureux de l'asile était une jeune Irlandaise aux yeux bleus, convaincue d'être damnée pour une faute dont elle se croyait coupable. Matin et soir, elle poussait de terrifiantes vociférations à vous donner froid dans le dos. « Je suis maudite » hurlait-elle. Son martyre devait ressembler aux tourments de l'enfer. Après mon transfert dans le hall numéro 7, je partageais un dortoir avec 6 autres femmes, dont 2 passaient leur nuit à divaguer. L'une d'elles se levait de son lit pour rôder sur la pointe des pieds, comme en quête d'une proie. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il lui serait terriblement facile de nous attaquer. Dans de telles conditions, il était difficile de prendre un peu de repos. Une femme à l'automne de sa vie, toujours assise dans son coin, était affectée d'un mal bien étrange. Elle gardait par devers elle un lambeau de journal et lisait à voix haute les nouvelles les plus extraordinaires qu'il m'était donné d'entendre. J'avais pris l'habitude de m'asseoir à son côté pour dévorer ses paroles, car elle contait avec autant de talent la petite et la grande histoire. Durant mon séjour à l'asile, je n'ai vu qu'une seule lettre parvenir à une patiente. Elle devint le centre de l'attention, car toutes étaient avides d'avoir des nouvelles du monde extérieur. Aussi se groupèrent-elles autour de l'heureuse chanceuse pour l'assaillir de questions. Les visites étaient source de joie. Miss Mattie Morgan joua un jour du piano afin de divertir les visiteurs. Ils s'approchèrent pour écouter, mais à un certain point il se murmura qu'elle était elle aussi internée. Folle, chuchotèrent-ils en se dispersant. Cet épisode offensa la chère femme autant qu'il l'amusa. En compagnie de filles du hall numéro 7, entraînées par ses soins, elle égayait nos soirées avec des numéros de danse et de chant. Les médecins ne rechignaient pas à se mêler au public ou à danser avec les patientes. Un jour que nous nous rendions au réfectoire, un faible sanglot nous parvint du sous-sol. Il n'avait échappé à personne et nous comprîmes rapidement qu'un bébé se trouvait dans l'asile. Oui, un bébé. Songez un peu, un être innocent qui voyait le jour dans l'antichambre de l'enfer. Je ne peux rien imaginer de plus horrible. Une autre fois, une visiteuse vint accompagnée de son bambin. Elle voulut bien qu'une patiente qui avait été séparée de ses 5 enfants le prenne dans ses bras. Quand il fut l'heure de partir, la patiente inconsolable refusa de se séparer de ce petit qu'elle prenait pour le sien. Cette histoire provoqua une agitation sans précédent chez les internés. Le seul loisir, si on peut l'appeler ainsi, dont jouissaient les patientes, était un tour de carrousel, une fois par semaine, quand le temps le permettait.
Elles accueillaient avec un plaisir certain cette petite distraction. Une fabrique de brosses, une autre de paillassons, et la blanchisserie employaient les patientes les moins atteintes. Elles n'y gagnaient rien, mais en étaient grandement dépendantes. Les adieux. Le jour où Pauline Moser arriva à l'asile, des hurlements aigus résonnèrent dans le hall. La jeune Irlandaise à moitié vêtue se plaça au centre de la pièce, en titubant comme une soulotte. « Hurrah ! Hip hip ! J'ai vaincu le diable ! Lucifer ! Lucifer ! Lucifer !» Elle répéta ces paroles plusieurs fois, puis s'arracha une pleine poignée de cheveux en s'exclamant « J'ai trompé le malin. On dit que Dieu a créé l'enfer, c'est faux. » Comme si cela ne suffisait pas, Pauline se mit à entonner d'horribles airs. Mr. Dent n'apparut qu'au bout d'une heure de ce sinistre spectacle. Tandis qu'il se dirigeait vers elle, Miss Gruppeux murmura à l'oreille de la pauvre démente. « Regarde-le, c'est le diable. » Stupéfaite, je m'attendais à ce que la créature se rue sur lui. Mais elle n'en fit rien et se mit à balbutier frénétiquement « Oh, Lucifer !» Après le départ du médecin, l'infirmière tenta à nouveau de l'exciter en prétendant que l'image de Minstrel, accrochée au mur, était le diable. La pauvre hurla. « Je t'en ferai don, esprit maléfique !» Et il y fallut 2 infirmières pour la contenir. J'ai toujours clamé au médecin que j'étais lucide et exigé d'être libérée. Mais plus je me comportais comme une personne normale, plus ils étaient convaincus de ma folie. « Quelle est votre fonction au juste ?» demandai-je un jour à l'un d'eux. « Soigner les patientes et évaluer leur degré de démence, » répondit-il. « Vraiment ? Sur les 16 médecins qui travaillent sur cette île, seuls 2 s'intéressent véritablement à nous. Comment pouvez-vous juger de la folie d'une femme si vous la saluez à peine et refusez de l'écouter quand elle vous en supplie ? Même les plus malades savent qu'il est inutile de vous parler, puisque vous vous obstinez à leur répondre que tout est dans leur tête. « Prenez mon pouls, ai-je demandé à l'autre. Écoutez mon cœur et examinez mes yeux. Demandez-moi d'écarter les bras, de remuer les doigts, comme le docteur Field à l'hôpital Bellevue. Pouvez-vous affirmer avec certitude que je ne suis pas saine d'esprit ? » Nul ne me prêtait attention. Tous étaient convaincus que je divaguais. J'insistai auprès d'un autre médecin. « Vous n'avez pas le droit de garder des femmes en bonne santé dans cet asile. Faites-moi passer un examen digne de ce nom ou libérez-moi. Plusieurs patientes sont saines d'esprit. Pourquoi refusez-vous de les laisser sortir ? » « Elles sont folles et souffrent d'hallucinations, » reçus-je pour toute réponse. Un jour, après une longue entrevue, le docteur Ingram promit de me transférer dans une section moins agitée. 1 heure plus tard, Miss Grady m'appelait dans le hall. Après m'avoir abreuvé d'autant de jurons que peut apprendre une femme, elle déclara que mon départ était une bonne chose pour mon derrière, car un jour ou l'autre, elle m'aurait rendu la monnaie de ma pièce. « Gare, Siva, tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'oublies jamais de moucharder. » Elle appela également Miss Neville, que dans sa bonté, le docteur Ingram avait également transféré. Il nous conduisit au hall numéro 7 qui se trouvait à l'étage. J'ai fait la connaissance de Mrs. Crunner, Miss Fitzpatrick, Miss Finney et Miss Hart. Je n'y ai pas été témoin de traitements aussi cruels qu'au rez-de-chaussée, mais il arrivait malgré tout aux infirmières de faire de vilaines remarques, de proférer des menaces, de tordre des doigts ou de gifler les patientes indisciplinées. L'infirmière de nuit, dont le nom est Conway, il me semble, montait comme une soupe au lait. Dans le hall numéro 7, si l'on possédait encore quelques pudeurs, on apprenait vite à s'en départir. Les patientes devaient se dévêtir dans le hall et laisser leurs vêtements pliés devant la porte de leur chambre jusqu'au lendemain matin. J'insistais pour me déshabiller dans le dortoir, mais Miss Conway rétorqua que, si elle me prenait à lui jouer ce mauvais tour, elle me ferait passer l'envie de recommencer. Lors de ma première consultation, le docteur Caldwell me donna une tape sous le menton. Comme j'en avais assez de ces questions insistantes, je ne lui répondis plus qu'en espagnol. Le hall numéro 7 peut sembler accueillant aux visiteurs occasionnels. Des gravures de piètre qualité habillent les murs, et il y trône un piano auquel présidait Miss Mattie Morgan, ancienne employée dans un magasin de musique de New York. Elle donnait des leçons de chant à plusieurs patientes, avec quelques beaux résultats. Mais l'artiste du hall se prénommait Under, prononcé Wanda, une jeune femme originaire de Pologne. C'était une pianiste virtuose, quand elle voulait bien partager son talent avec nous. Elle déchiffrait en un rien de temps les partitions les plus ardues, et son toucher et son interprétation étaient absolument parfaits. Le dimanche, les patientes les plus calmes, triées sur le volet durant la semaine par les infirmières, assistaient à la messe dans la petite chapelle catholique de l'île.
Un membre du comité de bienfaisance se joignit un midi à la ronde de Mr. Dent. Dans le sous-sol, ils découvrirent que la moitié des infirmières étaient parties déjeuner, nous laissant à la charge de leurs consoeurs, comme elles en avaient l'habitude. L'ordre fut aussitôt donné de les ramener. Certaines patientes voulurent se plaindre de l'absence de sel, mais en furent empêchées. L'asile d'aliénés de Blackwell's Island est une souricière à taille humaine. Il est facile d'y entrer, mais une fois à l'intérieur, impossible d'en sortir. J'avais l'intention de me faire interner dans les pavillons réservés aux patientes les plus violentes, la loge ou la retraite. Mais quand je pris connaissance des récits de 2 femmes qui y avaient séjourné, je préférai y renoncer et préserver mes cheveux et ma santé. Peu de temps avant mon départ de Blackwell's Island, je fus puni et privé de visite. Par conséquent, quand Peter A. Hendricks, l'avocat salvateur, vint me prévenir que mes amis proposaient de s'occuper de moi si je souhaitais quitter l'asile, je fus plus qu'heureuse de donner mon consentement. Je le priai de m'expédier immédiatement quelque chose à manger à son retour à Manhattan et attendis impatiemment ma libération. Le jour béni arriva plus tôt que je ne le croyais. J'étais alors en promenade, préoccupée du sort d'une pauvre femme qui s'était évanouie après avoir été contrainte de marcher par les infirmières. « Au revoir, je rentre chez moi », glissai-je à Pauline Moser lorsqu'elle passa à mes côtés, encadrée de 2 femmes. Le cœur lourd, je fis mes adieux à tous ces visages familiers, tandis que je me dirigeais vers la liberté et la vie, les laissant à un destin auquel la mort peut paraître préférable. Je murmurai « Adios » à une patiente mexicaine, puis lui envoya un baiser, avant de quitter définitivement mes compagnes du hall numéro 7. Je désirais plus que tout partir de cet horrible endroit. Pourtant, une fois libre, et à même de profiter des divins rayons du soleil, je ressentis une certaine douleur. J'avais été l'une des leurs dans leur infortune, et, sottement, il me semblait égoïste de les abandonner. Tel Don Quichotte, j'éprouvais le besoin de les aider par ma seule présence et ma compassion. Mais ce sentiment ne dura qu'un temps. Une fois les barreaux disparus, la liberté me sembla le sentiment le plus doux qui soit. Je traversai le détroit et approchai de Manhattan en femme libre, après 10 jours passés à l'asile d'aliénés de Blackwell's Island. L'enquête du grand jury. Peu de temps après mon retour en ville, je fus citée à comparaître devant le grand jury. Cela ne me dérangea nullement de répondre à leurs questions. Bien au contraire, je souhaitais tant aider mes anciennes compagnes. Je savais que je ne leur trouverais point de salut, mais au moins pouvais-je leur rendre la vie moins amère. Les jurés étaient de parfaits gentlemen, et je témoignais devant leurs augustes présences sans appréhension. Sous serment, je leur racontai mon histoire depuis la pension pour femmes jusqu'à mon départ de Blackwell's Island. Vernon M. Davis, l'adjoint au procureur, conduisit l'interrogatoire. Lorsque j'eus terminé, les jurés me demandaient de les accompagner lors de leur visite à l'asile. J'acceptai volontiers. Notre excursion sur l'île avait beau avoir été tenue secrète, un membre du comité de bienfaisance et le docteur MacDonald de Ward's Island se joignirent à notre groupe dès que nous eûmes mis à pied à terre. Selon un juré, les 2 hommes avaient été avertis de notre venue 1 heure avant notre arrivée, probablement au moment où le grand jury visitait l'hôpital Bellevue. La traversée du détroit fut bien éloignée du souvenir que j'en gardais. En embarquant à bord d'un bateau neuf et propre, j'appris que celui avec lequel j'avais effectué mon premier voyage était en réparation. Certaines des infirmières furent confrontées aux jurés, apportant des témoignages contradictoires et très différents de ma version des faits. Elles finirent par avouer qu'un médecin les avait prévenues de leur visite. Lors de sa déposition, le docteur Kent déclara qu'il ne pouvait dire avec certitude si l'eau du bain était froide et si elle était ou non fréquemment changée. Il concéda que la nourriture n'était point convenable, mais accusa l'insuffisance des fonds. Les patientes étaient-elles victimes des brimades des infirmières? Il ne pouvait pas l'affirmer. Il reconnut que, faute de moyens, certains médecins de l'asile n'étaient pas aussi compétents qu'ils auraient dû l'être. Puis se tournant vers moi, « Je suis content que vous ayez révélé toute cette histoire, et si j'avais su vos desseins, je vous aurais aidé. Autrement, jamais nous n'aurions su comment les choses se passent réellement ici. Après la publication de votre enquête, j'ai découvert qu'une infirmière de la retraite exigeait des patientes qu'elle l'avertisse de notre arrivée, exactement comme vous l'aviez écrit. Elle a été renvoyée. » Miss Neville fut également interrogée. J'allai à sa rencontre dans le hall, car je savais que, quoiqu'elle fût parfaitement saine d'esprit, la vue de tous ces inconnus l'effraierait. Tout se passa effectivement comme je le craignais. Les infirmières lui avaient raconté que des hommes viendraient l'examiner, et la pauvre tremblait de tous ses membres. Nous nous étions quittés à peine 2 semaines plus tôt, en bonne santé,
mais elle semblait à présent souffrir d'une grave maladie et était méconnaissable. On lui donnait des médicaments, m'apprit-elle. Je la rassurai et lui affirmai que les jurés souhaitaient seulement qu'elle témoigne pour lever leurs derniers doutes sur ma sincérité. Elle ne me connaissait que sous le nom de Nellie Brown et ignorait tout de mon histoire. Elle ne prêta pas serment, mais son récit aurait convaincu n'importe quel auditoire de la véracité de mon témoignage. Lorsque je suis arrivée avec Miss Brown ici, les infirmières étaient cruelles et la nourriture infecte. Miss Brown réclamait sans arrêt des vêtements supplémentaires parce que nous grelottions. J'ai envers elle une profonde gratitude. Lorsqu'un médecin a accepté sa demande, elle a promis de me les donner. Cela peut sembler étrange, mais depuis le départ de Miss Brown, les choses ont bien changé. Les infirmières sont plus douces, nous avons moins froid et les médecins nous voient plus souvent. Les repas sont également meilleurs. Avions-nous besoin de plus de preuves? Les jurés inspectèrent les cuisines. Elles avaient été briquées du sol au plafond. On avait également placé en évidence près de la porte 2 petites barriques de sel et une belle miche de pain blanc qui avait peu à voir avec ce qu'on avait coutume de manger. Les halls étaient eux aussi d'une propreté et d'un ordre extrême. Les lits s'avéraient de meilleure qualité et, dans le hall numéro 7, les seaux utilisés d'ordinaire pour la toilette avaient été remplacés par de rutilantes bassines. L'institution s'était mise sur son 31. Rien ne pouvait lui être reproché. Mais où se trouvaient mes anciennes compagnes? Je ne les vis nulle part. Pourquoi les avoir transférées, si ce n'est par peur qu'elles confirment mes dires? Miss Neville s'était plainte auprès des jurés d'avoir dû changer d'endroit à plusieurs reprises. Lorsque nous retournâmes dans le hall, elle avait disparu. Mary Hughes n'était plus là. Ses proches étaient un jour venus la chercher. Pour aller où, personne ne le savait. La femme blonde qui figure également dans mon récit, conduite dans ce lieu pour la seule raison qu'elle était pauvre, avait, déclarèrent-ils, été transférée sur une autre île. Ils ignoraient aussi ce qu'il était advenu de la patiente mexicaine et allèrent jusqu'à soutenir qu'ils n'avaient jamais reçu cette personne. Mrs. Cotter avait été libérée et Bridget McGuinness et Rebecca Farron, autres patientes du hall numéro 6, transférées dans de nouveaux quartiers. Margaret, la jeune fille allemande, et Louise étaient introuvables. Quant à Joséphine, la française, une femme robuste comme pas deux, elle se mourait de paralysie, réponse pour laquelle nous ne pouvions l'avoir. Si j'avais tort au sujet de la santé mentale de toutes ces femmes, pourquoi les cachait-on? J'aperçus Tilly Maillard en frémissant, tant son état s'était détérioré. Après que le grand jury eut vu ce décor à l'opposé de ce que j'avais connu, j'avais peu d'espoir qu'il me donne raison. À ma grande surprise, c'est pourtant ce qu'il fit, et son rapport à la cour recommanda tous les changements que j'avais proposés. Voici une grande joie apportée par mon travail. Grâce à cette enquête, la commission des budgets de la ville de New York a octroyé $1 million supplémentaires aux hôpitaux psychiatriques de Black Whale Island.